Alors bonsoir à toutes et à tous. On va commencer cette soirée, cette conférence débat, un peu en retard, mais c'est l'avantage de ne pas faire du streaming, mais juste de la rediffusion, c'est qu'on peut avoir un petit décalage au départ. Merci à toutes et à tous d'être là pour cette conférence débat consacrée à la sortie du dernier cahier de l'action, le numéro 61, consacré aux méthodes d'éducation populaire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les cahiers de l'action, c'est une revue qui est portée par l'INJEP, donc l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. On est un service à compétences nationales rattaché au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports qui produit des connaissances sur 4 champs globalement qui sont la jeunesse et les politiques de jeunesse, la vie associative, l'éducation populaire et le sport. À travers de la production de connaissances qui se retrouvent notamment, il y a tout un tas de types de publications sur lesquelles je ne reviendrai pas ce soir, mais qui se retrouvent notamment dans 2 revues que vous connaissez ou croisez peut-être. Une revue de recherche qui s'appelle la revue Agora Débat Jeunesse, et une revue qu'on a tendance à aimer présenter comme une revue un peu d'éducation populaire dans son inspiration, qui est la revue des cahiers de l'action qui nous réunit ce soir. D'éducation populaire parce que elle se propose en fait de travailler la question des pratiques, de partir des pratiques en association, des pratiques auxquelles peuvent être confrontés aussi des agents en collectivité, autour de thèmes extrêmement variés. Alors là, ce soir, on va parler d'éducation populaire, mais le précédent numéro était sur la question des données numériques dans les associations, le précédent sur les enjeux alimentaires. Donc on aborde des thématiques qui sont variées. Mais qui ont toute cette porte d'entrée de travailler à partir des pratiques des acteurs et de le faire de manière collective, puisqu'on réunit l'ensemble des contributeurs au numéro une journée ou une demi-journée en amont du processus de production de l'écriture pour qu'on partage ensemble les objectifs, le thème, la problématique, qu'on structure ensemble le numéro. Voilà, on fait le pari que ça apporte aussi du dialogue entre les papiers, et on espère de tout cœur que ça se retrouve dans la version finale du document. Alors ce numéro, il est effectivement consacré aux méthodes de l'éducation populaire, qui est un thème évidemment sur lequel à l'INJEP on travaille depuis un certain nombre d'années. On n'est évidemment pas les seuls, aussi bien dans le monde associatif que dans le monde académique. Il y a eu un certain nombre de réflexions et de travaux ces dernières années sur l'éducation populaire, qui ont conduit globalement, pour le dire vite, à identifier depuis une bonne vingtaine d'années une forme de renouveau de l'éducation populaire, qui passe par à la fois un retour à la référence à l'éducation populaire, ce que Frédéric Chataignier appelle le nominalisme, c'est-à-dire ceux qui s'en réclament, de plus en plus d'acteurs qui se réclament de l'éducation populaire, qui utilisent la notion, qui la manipulent. Donc ça, c'est un signe qui est important, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans l'augmentation relative aussi de travaux dans le monde académique sur cette question-là, mais aussi de plus en plus d'acteurs qui cherchent à pratiquer l'éducation populaire, soit en s'inspirant de ces méthodes ou de son histoire, soit en développant des méthodes qui s'appellent pas forcément toujours ou qui se réclament pas forcément toujours de l'éducation populaire, mais qui en sont assez proches. Et qu'est-ce que c'est que toutes ces méthodes et ces projets? C'est souvent des manières d'expérimenter des formes, on va dire, d'apprentissage en groupe, qui travaillent au même titre que l'histoire de l'éducation populaire l'a montré, qui travaille à la fois le rapport au public, une réflexion sur les publics, la sociabilité entre jeunes, qui travaille la spécificité du public, et qui travaille la réflexion sur les méthodes. Donc historiquement, au XXe siècle, ça a été un gros travail de réflexion sur les pédagogies actives, mais on se posait la question de savoir aujourd'hui qu'est-ce qui, dans les méthodes postures, techniques de l'éducation populaire, faisait encore son attractivité, et par quoi tout ça passait. Ça a existé, notre discussion aussi, dans un moment où un certain nombre de gens constatent que
finalement, autant au XXe siècle, l'éducation populaire a beaucoup contribué à alimenter une discussion autour du champ éducatif de manière générale, nourrissant à la fois les politiques éducatives et les politiques de jeunesse, mais que depuis quelques années, on a une forme de, je dirais, de décentrement de l'éducation populaire de la seule sphère éducative pour aller vers davantage de dimensions qui touchent à la citoyenneté de manière globale, reposant des questions en lien avec la participation. On a travaillé les questions d'éducation populaire et pouvoir d'agir, par exemple, ou le rapport à la démocratie participative, le rapport au social aussi, à la transformation du monde du travail social, sans abandonner évidemment les discussions propres au monde éducatif et à la question de la complémentarité avec l'école, mais disons agissant globalement dans un monde qui est plutôt celui des politiques de citoyenneté. Et ça nous semblait intéressant parce que cette question, ça amène forcément à poser pas seulement des questions qui concernent des publics jeunes, comme ce qui s'était stabilisé pendant des années avec une éducation populaire qui s'adresse principalement à des publics jeunes, mais ça pose des questions en termes aussi de formation des militants du monde associatif, des professionnels du monde associatif. Ça interroge les pratiques des adultes, les modalités d'engagement, les référentiels d'émancipation qu'on mobilise, et on a eu envie de s'intéresser à tout ça. Donc pour s'intéresser à tout ça, on a organisé les choses un peu autour de deux parties. Une première qui est dans ce numéro plutôt concentrée sur l'idée d'outiller les démarches d'éducation populaire, dans lequel un certain nombre de contributeurs que je vais présenter après reviennent sur la manière dont des techniques et des méthodes d'éducation populaire permettent de mobiliser des individus pour constituer des groupes de travail et de réflexion collective. Et puis une deuxième partie qui s'intitule plutôt Produire des espaces collectifs émancipateurs, où on s'est intéressé à la manière dont, une fois ce groupe un peu consolidé, les collectifs sont animés et qu'est-ce qu'ils produisent en termes de débouchés aussi également, avec toute une série de rendus, de publications et de choses comme ça. Alors vous verrez à la lecture qu'en réalité ces deux parties sont assez poreuses l'une de l'autre, parce que les papiers dialoguent entre eux, et parce que c'est parfois un peu artificiel de séparer radicalement les activités qui sont présentées comme ça, mais en tout cas ça nous a permis de structurer aussi nos échanges collectifs et donc ce numéro. Alors, dans la première partie, vous trouverez d'abord une contribution d'Hugo Fourcade, qui est quelqu'un qui a un parcours militant, associatif important en Nouvelle-Aquitaine, qui a été un des fondateurs de l'Université populaire de Bordeaux, qui a été très actif en tant que militant et que salarié au CRAGEP Nouvelle-Aquitaine, et qui en a même tiré une réflexion personnelle dans le cadre d'une thèse en CIFRE au sein de ce CRAGEP Île-de-France, et qui a eu Nouvelle-Aquitaine, pardon, et qui a eu à s'intéresser et à pratiquer au quotidien des outils aujourd'hui très utilisés dans l'éducation populaire contemporaine, et il a décidé de revenir sur trois d'entre eux, le format du débat mouvant, celui du groupe d'intervention mutuelle et celui de l'arpentage. Puisqu'il a eu à les expérimenter longuement et à les étudier, il insiste sur les dynamiques que ces outils permettent, le rapport au jeu, comment on arrive à mobiliser des collectifs grâce à ces outils-là, mais il revient aussi sur les limites aussi qui peuvent se décider quand on les utilise comme de simples techniques d'animation un petit peu dissociées du projet associatif ou des raisons pour lesquelles le collectif s'est constitué. Ensuite, vous avez un autre papier qui est présenté sous la forme d'une interview dans le sommaire, mais qui est en fait plutôt un dialogue, enfin une interview croisée entre Adeline de l'Épinay et Sébastien Ovard, qui sont deux personnes avec un parcours à la fois militant et professionnel dans le monde associatif et dans l'éducation populaire qui est déjà assez long, mais qui sont aujourd'hui, ont la caractéristique aujourd'hui d'être professionnellement à leur compte en tant que formateurs, cherchant à mobiliser de l'éducation populaire en formation. C'est-à-dire qu'à la fois, ils sont formateurs auprès de réseaux d'éducation populaire et ils utilisent des méthodes d'éducation populaire dans leur pratique de formation. Et de leur discussion dans la journée qu'on avait organisée en amont, ils ont décidé non pas de faire des papiers séparés, mais d'organiser un dialogue entre eux, ce qui est aussi un format très éduc-pop, de s'être réapproprié l'envie de départ. Et ils montrent notamment comment, dans quelle mesure le jeu, le
le chant, le débat peut être mobilisé pour essayer de soutenir une démarche de réflexion collective sur les dimensions politiques des métiers dans les formations qu'ils animent, notamment en direction d'animateurs socioculturels ou de travailleurs sociaux. Ensuite, vous trouverez un papier de Claire Malige qui évoque l'expérience de l'association Starting Block, qui est une association jeune et montée et gérée par des jeunes qui a tenté de développer un projet associatif tourné vers les questions de solidarité internationale, mais en s'appuyant justement sur l'héritage de l'éducation populaire et en produisant une réflexion en fait sur les outils utilisés. Et elle explique comment ils ont été amenés à croiser cet héritage de l'éducation populaire et l'actualité des méthodes qu'ils pouvaient voir utilisées dans le monde de la solidarité internationale, et notamment en les transformant dans une série de jeux de rôle qui sont utilisés au quotidien par l'association et sur lequel elle revient. Vous avez ensuite un article qui a été écrit par Laurent Costi, qui restitue lui une expérience originale d'élaboration et de gouvernance en fait d'un outil numérique, en réalité d'une plateforme qui s'appelle Bénéva Libre et qui a été conçu pour valoriser le bénévolat en s'appuyant sur des logiciels libres, et il montre assez bien comment, au-delà du défi technique de construire un outil dont les uns et les autres avaient besoin, puisqu'on parle d'un collectif interassociatif, il essaye de montrer comment la discussion sur la gouvernance de cet outil, sur les besoins et sur la place du numérique dans les associations les a amenés collectivement à faire une sorte de démarche d'éducation populaire au libre à travers la production d'un outil qui en apparence est technique. Enfin, dans cette partie, vous trouvez une interview avec Paul Masson, militant de l'éducation populaire à Arras, ici présent d'ailleurs, je le remercie d'être venu jusqu'à nous ce soir, et qui l'a amené à travailler dans la longue durée en fait, ces problématiques d'éducation populaire en essayant de les intégrer dans une réflexion de longue durée qui, comme il le plaide pour ça dans son article, n'est pas résumé à des outils, des techniques ou des méthodes, mais essaye de défendre une éducation populaire comme une démarche, c'est-à-dire une démarche qui vise à utiliser aussi des outils, des méthodes et à les travailler, mais pour une meilleure prise en compte des inégalités sociales et économiques, et essayer de l'appliquer à différents formats d'intervention, notamment en direction des quartiers populaires, à travers des formations ou des ciné-débats sur lesquels il revient dans son article. Ensuite, vous avez donc une deuxième partie qui commence par un papier plutôt là d'un chercheur, Nicolas Brussadelli, qui a soutenu une thèse récemment sur la question de l'éducation populaire politique et qui revient sur ce qu'il appelle la centralité paradoxale des méthodes de l'éducation populaire, c'est-à-dire que sur le fait que dans l'éducation populaire dite politique ces dernières années, on consacre un temps important justement à apprendre et à transmettre ces techniques parce qu'il y a eu un besoin de se les réapproprier, mais qui a peut-être eu par moment l'effet d'amoindrir des espaces où pouvaient se discuter véritablement les orientations ou la portée politique de l'action conduite. Et en tout cas, c'est toujours cette tension qui apparaît quand on passe beaucoup de temps à s'approprier les outils. Il faut sans arrêt ensuite passer beaucoup de temps à les remettre en perspective dans des projets collectifs, qu'ils soient d'associations, de coopératives ou de relations interassociatives. Ensuite, on glisse sur un témoignage sous la forme d'une interview d'Anthony Legoïc-Offray, qui est un militant aguerri du mouvement des petits débrouillards, donc plutôt du côté de la culture scientifique et technique, de l'animation scientifique, qui revient lui sur tous les outils et les méthodes qu'il a pu développer au cours de sa longue pratique d'animateur dans ce domaine-là, et notamment comment progressivement l'arrivée de nouveaux référentiels d'éducation populaire, c'est-à-dire les logiciels libres et les communs, l'ont amené à transformer ces pratiques et à finalement de moins en moins finalement à produire des activités autour des sciences et de plus en plus à construire des espaces de contribution collective
associative à travers des wikis, des choses qui étaient basées sur la contribution en ligne. Donc il revient notamment sur l'expérience de Wikidébrouillard, qui est sur la même technologie que Wikipédia en termes de contribution, mais dédié à des ressources pour l'animation dans le domaine de l'animation scientifique, et qui est devenu aujourd'hui un réseau, un outil utilisé bien au-delà de la Bretagne dans laquelle il est né, ou un outil comme Taxinome, qui est plutôt sur les questions de faune et de flore, et qui a été construit de manière interassociative dans le territoire breton. Ensuite, on a une expérience qui nous est restituée par Xavier Lucien et Christian Lamy, qui, eux, rendent compte d'une approche dont on entend finalement, on peut parler, mais qui est assez intéressante dans ses connexions aussi avec l'éducation populaire, qui est l'approche diplômante qui est issue des collèges coopératifs. Les collèges coopératifs nés à l'initiative d'Henri Desroches à la fin des années 50, début des années 60, mais qui se sont pour partie développés plutôt dans les années 70 et au début des années 80, et qui produisent un diplôme qu'on appelle le DHEPS, le diplôme des hautes études en pratique sociale, qui permet d'essayer de trouver un format pour reconnaître les trajectoires de militants, tout en produisant ce processus de reconnaissance, non pas dans un parcours diplômant classique, mais en construisant un collectif dans lequel on discute des manières de faire, et dans lequel le parcours de formation produit un espace d'émancipation qui amène les gens à produire des écrits sur leur propre trajectoire de militants, qui résonnent beaucoup aussi avec les pratiques d'autobiographie raisonnée qu'on a pu imaginer dans l'histoire de l'éducation populaire. Et puis enfin, vous avez un papier d'Emmanuel Murcier qui elle restitue l'expérience des universités populaires de parents, qui vise à permettre à un groupe de parents de conduire, avec l'aide d'un animateur et avec le soutien méthodologique d'un universitaire, une recherche sur un thème qu'ils choisissent en lien avec la parentalité. Et elle montre comment la construction d'un espace de dialogue et d'émancipation par la recherche-action contribue petit à petit à déplacer un peu les représentations éducatives que les uns et les autres ont, aboutissant à la production, là aussi, d'écrits, d'ouvrages qui capitalisent et qui laissent des traces, y compris dans les territoires de vie de ces différentes personnes. Donc voilà un peu globalement et résumé très rapidement ce que vous trouverez dans ce numéro, et j'espère que vous y trouverez du coup un éclairage sur ce que ces démarches, en quoi ces démarches d'éducation populaire revêtent un caractère émancipateur, en tout cas ce que les gens peuvent mettre derrière en les conduisant, c'est-à-dire en sortant un petit peu ceux qui pratiquent ces activités d'une logique individuelle d'engagement pour les conduire vers des logiques de production de commun, et en interrogeant aussi bien à la fois ce qui est en partage que la manière de le faire, et il nous semblait que c'était intéressant de réunir tout ça dans un numéro, et je suis très content qu'on puisse en discuter ce soir, en discuter à la fois avec nos trois intervenants qui ont accepté de lire ce numéro, d'y réagir à partir de leur propre expertise, et en discuter après avec vous dans un échange avec la salle. Donc on a ce soir autour de la table à ma droite immédiatement, Alexia Morvan, qui est CEPJ au service départemental jeunesse, engagement sport à Rennes, et qui est auteur d'une thèse sur l'éducation populaire politique. Ensuite, Audrey Baudot, déléguée générale du CNAGEP, et enfin Léo Venin, qui est aussi l'auteur d'une thèse sur l'éducation populaire et qui est aujourd'hui chercheur postdoctorant à Sciences Po Grenoble. Et donc merci à tous les trois. Et oui, voilà, pas sur ce sujet-là, mais tu peux l'évoquer, Audrey, si tu veux. Et donc voilà, merci à tous les trois de vous prêter à ce jeu-là, et je crois qu'on a dit qu'on commençait par toi, Audrey. Est-ce que ça fonctionne? Oui, super. Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous voir nombreuses. Merci Emmanuel déjà pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de discuter éducation populaire.
D'abord, moi, je voulais vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce numéro des Cahiers de l'Action, que je trouve très beau. Voilà, donc c'est déjà une petite déclaration. Et par ailleurs aussi dire que finalement, j'ai trouvé que ce Cahier de l'Action donne à voir de façon assez particulière la complexité et l'exigence en fait, de l'éducation populaire. Plutôt loin des images de chevelus qui jouent du diabolo, même si c'est aussi ça l'éducation populaire, et tant mieux. Alors moi j'ai retenu 5 points, on va dire, que je vous partage et qu'on pourra discuter dans cette lecture-là. Le premier point qui a été évoqué aussi par Emmanuel dans l'introduction, c'est vraiment le sens en fait, le sens de ce que l'on fait. Et je trouve que c'est intéressant dans les contributions, la mise en valeur justement de cette importance-là du sens, des méthodes, des outils d'éducation populaire, ok, mais pourquoi ? Si c'est pour faire participer, si c'est pour renforcer la capacité d'agir des personnes, oui, mais pourquoi ? En fait, on pourrait avoir plusieurs réponses à cette question, hein. Ça peut être pour améliorer la production collective. Une entreprise pourrait très bien utiliser des outils dits d'éducation populaire, hein, entendons-nous, mais en tout cas pourrait utiliser des outils participatifs, horizontaux, tout ça, pour améliorer la production collective, parce qu'on sait que ça peut participer. Et puis, on peut aussi répondre à cette question pour transformer la société. Et donc, c'est une autre réponse finalement à pourquoi des outils participatifs voilà. Donc, je trouve que c'est intéressant que ce numéro montre bien cette importance-là. J'avais une discussion avec un CRAGEP justement qui évoquait aussi ces points-là et qui disait en fait l'outil n'est rien, la main est tout. Et c'est un peu ça finalement, c'est de se dire qu'un marteau, ça peut tout autant construire une maison que casser la tête de son voisin, mais c'est un peu ça finalement qu'on retrouve dans ces contributions. Et je trouve que les contributions, notamment d'Adeline de Lepinay, de Sébastien Orvard, d'Hugo Fourcade, traitent vraiment de ce pourquoi-là on fait les choses, quelle finalité éducative et politique on pose, et du coup, ensuite, comment on fait les choses. Et pas dans l'autre sens. Donc je trouve que ça, c'est bien posé. Et c'est pour ça que je trouve particulièrement chouette les termes de quincaillerie, de bricolage et de sens politique dans leur contribution. Avec du coup cette idée que finalement, c'est pas parce qu'on expérimente, c'est pas parce qu'on teste, qu'on bricole, qu'on n'est pas extrêmement sérieux et exigeant par ailleurs sur le sens politique de ce qu'on fait. Voilà. Et ça, c'est pas toujours évident à donner à voir, et je trouve que c'est bien posé. La contribution de l'association Starting Block aussi dans ce cahier de l'action, elle est intéressante en ce sens parce que leur projet associatif, il est très précis. Il porte sur l'éducation à la solidarité, à la citoyenneté internationale, et à partir de cet objet, finalement, l'association va inventer et déployer des méthodes qui toutes répondent à cet objet précis. Du coup, c'est assez lisible en fait. C'est d'autant plus lisible que comme l'objet est circonscrit dans cette association-là, on voit bien en fait la logique. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant. Ce qui ressort aussi beaucoup, c'est la question en tous les cas des moments pour dire ça. C'est des moments pour conscientiser ensemble, une fois qu'on a mis en œuvre un outil, une méthode, l'importance de moments pour prendre conscience ensemble ce qui vient de se jouer et du pourquoi de ces méthodes en fait. Et notamment, j'ai trouvé, je vous lis quelques lignes que j'ai trouvées vraiment chouettes par Hugo Fourcade justement, où il parle d'une des méthodes et il dit: finalement, donc toute interaction dans un groupe donné est régie par des rapports sociaux sous-jacents, le plus souvent non formels et jamais directement formulés, qui charrient avec eux les inégalités structurelles de la société, notamment dans l'accès à la parole. Passer par la formalité de règles et de consignes peut donc être utile pour contourner ces mécanismes-là, chercher à les subvertir et tenter de produire, le temps d'une animation, des rapports sociaux nouveaux. Et je trouve que ça, si on ne prend pas le temps de se le dire, on peut passer à côté de tout ça, en fait. Juste faire l'outil, le pratiquer, le vivre. Si on ne prend pas le temps de se dire,
peut-être que là, sur le temps d'une animation, on a peut-être réussi à donner un autre rapport entre les personnes, etc. C'est déjà un élément qui, je pense, est important et bien posé dans cette contribution. Du coup, sur la question du sens, toujours, je trouvais qu'on voyait bien comment finalement un outil, ça se prépare, ça s'anime, ça se débriefe, et pour tout ça, il faut quand même être formé. Voilà, je trouvais que finalement, sur le sens, il y avait quelque chose qui était de cet ordre-là, même si j'ai trouvé que sur la question de justement le ça s'anime, c'était un petit peu moins évoqué dans les contributions. Alors peut-être qu'on pourra en discuter, peut-être que vous aurez une autre lecture justement des contributions. Mais j'ai trouvé que la posture de l'animateur, de l'animatrice était un petit peu moins évoquée. Voilà, dans les contributions, voilà, alors qu'on sait que les méthodes, bien sûr, et les outils, ça s'anime, la place, la posture de l'animateur, de l'animatrice est importante dans sa capacité à créer un climat de confiance, dans sa capacité à observer qui compose le groupe, comment, etc. Donc il y a plein d'éléments importants. Je trouve que c'était un peu moins évoqué, mais voilà, je trouve que ça peut être l'occasion d'en discuter. Mon deuxième point, c'était que j'ai trouvé que les contributions donnaient bien à voir aussi la constante modernité de l'éducation populaire. Notamment la contribution de l'association Starting Block, là aussi, qui raconte en fait comment les méthodes sont adaptées aux enjeux du moment, vraiment au cœur des questions de solidarité internationale. Mais pas que, aussi au regard des modalités d'engagement des jeunes et de leur nouvelle manière en fait, de participer et de s'engager. Donc il y a une réflexion en fait, qui est continue tant sur le fond des sujets que sur les formes et les manières de les appréhender. La contribution aussi de Laurent Costis sur Beneva Libre, je trouve, montre bien comment l'éducation populaire en fait, s'intéresse aux questions de son temps, tout le temps, et ça c'est quand même assez intéressant. Là aussi le libre derrière Beneva Libre, les questions de commun, les questions numériques derrière Beneva Libre, et donc ça c'est quand même aussi intéressant. Mais en fait la contribution aussi des universités populaires de Paran dans ce cahier donne à voir aussi l'évolution d'une démarche, parce qu'en fait les universités populaires en 1890 se pratiquaient pas de la même façon que là l'exemple qu'on a à lire dans ce cahier de l'action. Donc comment une même démarche qui est très ancienne a pu évoluer. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Mon troisième point, c'était aussi que vous allez forcément reconnaître, parce que c'est une des forces, je pense, de l'éducation populaire, c'est que les contributions donnent bien à voir comment, dans les démarches, il est question de partir des personnes et de leur histoire. Et la contribution pour le coup des UPP, mais aussi celle sur le diplôme justement des hautes études en pratique sociale, je trouve, rappelle bien ce point fort de l'éducation populaire qui est de reconnaître en fait le vécu, de reconnaître l'expérience d'une personne comme générant des savoirs d'usage et des compétences à partager. En fait. Et ça, j'ai trouvé que vraiment c'était bien mis en avant aussi dans ces contributions. Le quatrième point que j'ai trouvé particulièrement en valeur, c'est aussi le lien en fait tout simplement à la recherche et à la réflexivité. Parce que les contributions, je trouve, dans ce numéro sont nombreuses à parler de recherche-action, de chercheurs associés à une démarche d'éducation populaire, etc. Et je pense que c'est vraiment important, en effet, de rappeler que le lien que l'éducation populaire entretient avec la recherche-action, la réflexivité de manière globale. Ça, c'est les points que moi, j'ai trouvé particulièrement, que j'avais envie de relever, que j'ai trouvé chouette. Mais ça me pose aussi une question. En tous les cas, je trouve que tout ça pose aussi une question qui est un petit peu moins réjouissante, qui est le fait que pour tout ça, il faut du temps. En fait, il faut du temps pour expérimenter, pour réfléchir ces méthodes, pour les penser, les repenser, pour les adapter. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile en fait de faire reconnaître cet aspect-là. La puissance publique peine à financer en fait et à soutenir ça.
Et je pense qu'il faut qu'on le dise. La puissance publique préfère financer des actions. Et finalement, les associations d'éducation populaire, vraiment, ont des difficultés à être financées pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles inventent. Voilà, je pense qu'il faut le dire. Je précise aussi que dans ce numéro, donc, il y a la contribution de l'association Starting Block, qui aujourd'hui n'est plus. Voilà. Je pense que c'est important de le préciser. Donc heureusement, les jeunes qui sont passés par Starting Block voilà, auront grandi avec Starting Block, sont riches de plein de choses et eux, ils continuent. Elles et eux continuent. Les outils aussi que l'association a inventés vont continuer à exister, à vivre, mais l'association d'éducation populaire n'existe plus. Voilà. Voilà ce que j'avais à partager pour le moment. Merci Audrey. Alors du coup, on va passer la parole à Alexia. Ouais, ça a l'air pas mal. Vous m'entendez ? Super. Du coup, il va falloir que je me surveille un petit peu parce que je compte sur toi, Emmanuel, pour me faire des petits signaux. J'ai donc eu le plaisir de lire les cahiers, ce cahier-là de l'action. Et évidemment, je remercie non seulement Emmanuel de m'avoir proposé d'en prendre connaissance et de les commenter, mais aussi les producteurs de tous ces articles, entretiens. Pour moi, ça présente un caractère très nourrissant. Je trouve qu'il y a beaucoup de matière. Ça donne énormément d'élan, d'espoir et de perspectives de questions et de perspectives. Et que c'est peut-être aussi pour ça que ces pratiques-là sont souvent tues. Je trouve que c'est parce qu'elles donnent beaucoup d'élan. Et je vais essayer de partager quelques commentaires, réflexions que ça me pose. D'où je parle aujourd'hui. Donc, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse depuis 2017. Mais avant, j'ai essayer de pratiquer pendant 20 ans l'éducation populaire dans des associations, puis des coopératives. Et puis, effectivement, aussi, j'ai essayé d'en tirer des enseignements dans un travail de recherche. D'abord, la première chose que je voulais dire à la lecture de l'ensemble du cahier, c'est qu'il y a vraiment un air de famille ou une parenté dans toutes ces expériences-là. Et je voulais saluer l'intérêt de ce cahier parce que déjà, il porte sur l'éducation populaire en direction des adultes. Et c'est vrai que les phares actuellement sont moins sur ce champ-là des pratiques. Audrey l'a dit et on pourra y revenir. Et qui plus est, l'angle des pratiques. Donc il y avait eu le numéro d'Agora sur éducation populaire et politisation que je vous recommande aussi parce que plein d'expériences variées. Et puis il va y avoir un colloque à Montpellier, mais peut-être Léo nous en parlera sur les pratiques pédagogiques de l'éducation populaire. Et il y a Paris 8, donc sa revue pratique de formation analyse, il y a un double numéro sur l'éducation populaire qui est sorti également avec un angle de description de pratiques en tension dans les métamorphoses de l'éducation populaire. Donc vraiment saluer ce sujet avec des thématiques assez vastes, couvertes, comme on l'a dit tout à l'heure, du numérique, la parentalité, les questions de la solidarité internationale, les ciné-débats, les issus de différentes traditions, courants, les universités populaires, les petits débrouillards, le réseau Peuple et Culture, les mouvements coopératifs, etc., etc. Donc on voit que ça couvre un champ vaste. Pour autant, il y a peut-être des questions qui ne sont pas abordées ou des sujets qui ne sont pas abordés par ces articles-là, et c'est normal, mais ça vaut le coup peut-être qu'on se le dise. Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de pratiques d'éducation populaire qui posent les questions du rapport à différentes classes, notamment les questions de genre, donc qui ne figurent pas, par exemple, dans ce cahier, ni les questions de racisme ou d'intersectionnalité, de discrimination plus largement, même si elles sont abordées d'une certaine manière par un ou deux des articles. La question de la santé, du handicap,
du sport non plus, et de la place de l'éducation populaire aux frontières de l'école. Donc voilà, ça c'est des domaines, et j'irais même jusqu'à dire les pratiques pédagogiques des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ne sont toujours pas documentées, ou en tout cas l'histoire, le travail historique est fait par Denise, qui est au premier rang voilà, sur les anciens, mais sur ceux qui travaillent actuellement, moins d'éléments. Et donc deuxième chose, ce qui ressort, je trouve, c'est vraiment une certaine porosité, je trouve, entre le terme d'éducation populaire et celui d'animation. Et on voit bien qu'il y a une sorte d'enchevêtrement tout au long des articles. Donc on utilise un terme puis l'autre. Et donc je me dis, cette tension-là, elle doit être intéressante à garder. Et ça vaudrait le coup qu'on creuse un petit peu ça ensemble. Certains disent que l'animation est la forme institutionnalisée de l'éducation populaire, et donc peut-être que de reparler d'éducation populaire, qu'est-ce que ça apporte comme question, et de même à l'inverse, questionner le travail d'animation, ça doit, en tout cas c'est un couple qui permet peut-être de penser des questions importantes. Et puis je vais y revenir, j'en suis où, Emmanuel ? Oui, il faut me dire très clairement. Et puis, dans cette ère de famille, on a des attendus communs, dont certains dont a parlé Audrey. Il y a aussi forcément des nuances et des questions d'héritage et d'influence. Alors Nicolas Brussadelli propose de faire un répertoire d'actions de l'éducation populaire. Moi, je pense que ce serait très intéressant. On avait commencé à faire ce travail-là avec une expérience qui s'appelle Labocop à Paris 8, d'essayer d'identifier un peu les traditions, les courants, les influences, en fait, qui sont les nôtres. Et je trouve que c'est d'autant plus important que quand on parle de pratique, en fait, on ne pratique pas tout seul. On travaille dans des réseaux avec des pairs, et donc ça invisibilise, en tout cas dans le cahier tel que les auteurs en ont parlé, ça invisibilise un peu d'où on vient. D'où on vient, qui c'est qui a façonné nos pratiques, qu'est-ce qui nous a nourris, quels sont peut-être les pédagogues, les auteurs, les modèles qui sont les nôtres. Et je pense que c'est important parce que la question des sources, elle n'est pas anodine, y compris quand on est dans des pratiques de formation et tout ça. Si on veut que les personnes avec qui on chemine puissent aussi aller voir eux-mêmes à la source qu'est-ce qui est dit, comment c'est dit, et en faire leur propre usage, je pense que c'est important. Et enfin, sur cette première partie, j'ai quand même été d'une certaine manière frustrée parce que ces pratiques-là, ce sont des discours sur des pratiques, elles ne nous disent pas dans quel environnement et dans quelles contraintes elles travaillent, donc ça renvoie un peu à la conclusion d'Audrey, et je vais y revenir si j'ai le temps. Et quelque part, elles sont un peu hors sol, ces pratiques. Et pourtant, on sait à quel point les contraintes, elles configurent aussi notre exercice. Et je pense même que le plaisir que j'ai eu à lire toutes ces contributions, ça donne vraiment envie d'aller plus loin vers une sorte de, je ne sais pas comment on pourrait dire, pas une clinique de l'éducation populaire, mais un endroit où on puisse décrire vachement finement, beaucoup plus finement encore que ça, qu'est-ce qui se joue entre nos discours militants et nos orientations, nos projets associatifs, les projets associatifs, et aussi qu'est-ce qui l'écorche, qu'est-ce qui le contraint, qu'est-ce qui l'empêche. Donc je pense que ce serait intéressant d'aller vers ce type de travail-là. Et deuxièmement, une piste de travail, c'est que comme on parle beaucoup d'émancipation, et je vais y revenir, je pense que ce serait important... Tu peux me dire combien de temps il reste ? 5, 6, 7. Aïe, aïe, aïe. La piste de travail, ce serait de voir ces pratiques-là, mais au regard des effets qu'elles apportent aux premiers concernés. Donc je pense que c'est vraiment un chantier d'essayer de regarder pour celles et ceux qui sont embarqués dans ces aventures-là, qu'est-ce que ça leur fait, et on y reviendra sur la question de l'émancipation. Il faut qu'on arrive à se dire quels sont les indices, les preuves. Parce que voilà, c'est un mot qui, malheureusement, aujourd'hui, et j'en viens à la deuxième grande partie, est assez galvaudé. Et contrairement à ce que dit un article dans le cahier qui dit « quand on parle d'émancipation, ça fait peur », je ne pense pas. Actuellement, je pense qu'il y a vraiment une usurpation
du terme d'émancipation et que si on ne le définit pas, le risque à un moment donné, c'est qu'ils veulent plus rien dire. Et donc, je pense que c'est important qu'on soit exigeant par rapport à ces définitions. Et on voit bien dans le cahier qu'il y a différentes façons d'entrevoir l'émancipation. Moi, j'ai pas encore assez creusé ce sujet-là, mais je vois qu'entre ce qu'on voit dans le cahier, entre ceux qui vont peut-être décrire cette visée émancipatrice à partir d'un travail individuel, déjà, c'est pas la même chose que d'un travail de groupe qui va identifier et expliciter que sa vocation, c'est de transformer les institutions à partir de la vision instruite et discutée des parents sur leur point de vue dans l'université populaire des parents. Donc on voit qu'il y a un gradient, et j'essaierai de dire ce que j'en pense, mais il y a un gradient entre une sorte d'invocation émancipatrice, je ne sais pas comment le dire, ou des endroits dans les articles où on est plus précis et où on dit non, l'action, elle doit déboucher sur une action collective conflictuelle où on identifie ce qu'on veut transformer. Et donc, je trouve que c'est important parce que le mot émancipation, je le trouve très intéressant. D'abord, quand on dit émancipation, on se dit de qui, de quoi il faut s'émanciper. Ça veut dire que théoriquement, dans l'éducation populaire, il faudrait qu'on se dise qu'est-ce qui assujettit ce groupe-là. Et on sait bien que les motifs d'assujettissement sont très différents. Ils évoluent. Aujourd'hui, les associations nous font part de plein de questions que se posent des jeunes et des moins jeunes sur leur genre. Est-ce que c'est une question, comment elle est travaillée, comment elle est accompagnée par l'éducation populaire. Et on sait aussi que critiquer ces assujettissements ne suffit pas à produire des effets de transformation sociale a fortiori. Donc il faut qu'on arrive, je trouve, à être un peu plus peut-être précis pour essayer de se nourrir ensemble sur qu'est-ce qui conditionne les effets de nos pratiques. Donc c'est une invitation à la fois à définir ce qu'on entend par émancipation, mais aussi à être un peu plus, et c'est ce que notamment l'article de Nicolas Broussadelli nous invite, à être un peu plus précis sur l'orientation politique du travail d'éducation populaire qu'on veut mener. Et par ailleurs, la question que je me suis posée, c'est est-ce que nos façons de nous saisir des enjeux d'émancipation est ouverte ? Je vais donner un exemple très concret. Quand la Fédération des centres sociaux a travaillé avec des groupes de jeunes dans un réseau jeune et qu'une des questions qui a été clé, ça a été la question des violences policières subies par des jeunes qui se sentent discriminés, est-ce que tous les acteurs sont en capacité d'accompagner, de soutenir des enjeux d'émancipation qui soient identifiés par les groupes eux-mêmes. Et alors du coup, ça rejoint une question très piquante et que je trouve très précieuse qu'a posée Paul Masson dans son article, qui nous a dit, mais au fait, moi, une question qui m'importe, c'est en fait, à qui s'adresse l'éducation populaire ? Et lui, son hypothèse, qu'on pourra discuter, c'est que c'est quand même plutôt les classes moyennes qui ont investi l'éducation populaire institutionnalisée et que parfois, justement, le bas blesse quand il s'agit justement d'identifier des enjeux d'émancipation sans encadrer ou sans prédéterminer les sujets dont les jeunes, les moins jeunes veulent s'émanciper. Donc voilà, c'est une question que je voudrais partager avec vous. Il me reste combien de temps, Emmanuel ? 1, 2, 3 minutes, d'accord. Et puis donc, jusqu'où on va dans ce travail d'émancipation ? Alors, ça, c'est une question que je trouve assez sensible, d'autant plus qu'actuellement, je trouve que les perspectives d'émancipation sont quand même particulièrement menacées, y compris pour la vie associative. Donc, la question, c'est est-ce qu'on accompagne, et jusqu'où, ces processus d'émancipation ? Ça rejoint la question que posait Audrey, de savoir, en France, quelles sont les conditions d'accompagnement, de soutien de ces pratiques
d'émancipation dans les milieux de l'éducation populaire. Et à cet endroit-là, je dois dire que d'après mes travaux et d'après les échanges que j'ai avec les acteurs de terrain, on souffre, comme le souligne Audrey, énormément d'un manque de politique publique qui désigne clairement ce travail. Actuellement, à part le décret belge qu'on pourra partager tout à l'heure, qui est lui très précis sur cette dimension critique de l'ordre social, de l'accompagnement des initiatives collectives de transformation sociale, etc. On pourra le relire ensemble, je l'ai apporté. En France, on n'a pas ce texte, on n'a pas ces textes-là. Au contraire, on a des textes qui sont en deçà de ça. Du coup, peut-être que ça permet d'embrasser largement toutes les expériences d'éducation populaire, mais en revanche, ça ne soutient pas, en fait, là où il y a des prises de risques, là où il faut travailler dans la durée, là où ça expose à une conflictualité forte. Et donc, je reprends mon exemple des violences policières. Bon, vous connaissez la conclusion, puisque donc, la fédération concernée a eu une enquête de l'inspection générale qui a remis en cause, en tout cas, la pratique pédagogique de la fédération. Et puis actuellement, on a des textes qui ne soutiennent pas non plus cette dimension critique et transformatrice de l'éducation populaire, avec notamment plutôt des contraintes supplémentaires. Je pense notamment au contrat d'engagement républicain qui entraîne déjà clairement des limites et des limitations à ce travail critique et à ce travail émancipateur. Donc voilà, on n'est pas dans un contexte qui va dans le sens de nous faciliter ces processus-là et de pouvoir les accompagner dans la durée, à moins, comme on le disait, de ne reposer que sur des soutiens marchands, ce qui pose une question très lourde, c'est qui décide de ce qu'on finance et quoi. Donc pour moi, on a un gros travail pour faire reconnaître écrire et reconnaître ensemble ce rôle de l'éducation populaire. Merci. Merci Alexia. On va tout de suite enchaîner avec Léo. Merci. Vous m'entendez ? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi aussi, il me faut féliciter sincèrement et chaleureusement Emmanuel Porte, à la fois pour la coordination du numéro et pour l'invitation, pour le plaisir et l'honneur qu'il nous a fait de venir discuter et échanger autour de ce numéro et de ses pratiques. Et puis merci aux contributeurs également pour ce numéro de qualité et merci aux participants pour les échanges que nous aurons le plaisir de poursuivre. Je vais tâcher d'être bref, comme disent tous les universitaires avant d'entrer dans un interminable couloir de parole, mais en tout cas, je vais essayer de m'y astreindre. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et avec beaucoup de justesse, donc je ne vais pas les répéter. Je voudrais juste revenir de façon assez classique sur ce qui rassemble ces contributions, ce qui les fait dialoguer et ce que ça nous dit de façon beaucoup plus large, en fonctionnant sur un mode académique très bête qui consiste d'abord à souligner un certain nombre de qualités et de vertus de ce numéro pour revenir dans un deuxième temps sur un certain nombre de questions chaudes posées par ces contributions. Dans l'ensemble, puisqu'on a tous aimé et apprécié ce numéro, on ne s'interdira pas dans un deuxième temps un peu de conflictualité, puisqu'on a compris à sa lecture qu'il ne fallait pas en avoir peur. Les qualités, elles ont été soulignées, mais j'aimerais bien tout de même y revenir, c'est tout de même important. L'une des grandes vertus de cette collection et de ce numéro, c'est quand même bien de documenter et de mettre en lumière une actualité, une actualisation des pratiques d'éducation populaire. Moi, j'ai fait ma thèse sur le sujet et on me disait que je travaillais sur un objet mort et force est de constater que le cadavre bouge encore, ou en tout cas qu'il y a une actualité. Et à travers ce genre de contribution éditoriale, on voit dans le concret, dans l'action, ce qui se fait, ce qui se passe. Et moi, à titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur le numérique, que j'ignorais entièrement. Donc voilà, c'est toujours intéressant aussi de découvrir des nouveaux champs ou de voir des actualisations. Donc il y a une vertu à mon avis à ce niveau-là. Ça peut accréditer également l'hypothèse qu'on entend beaucoup depuis une dizaine ou une quinzaine d'années d'un renouveau ou d'un réenchantement. Voilà, là on voit par le concret et par la pratique ce qui se passe. Grande vertu également de ce numéro qui est à mon avis d'arriver à faire dialoguer les mondes de l'éducation populaire au sens large et puis le regard académique. Il y a une phrase, page 29, qui décrit la démarche d'éducation populaire et dont je trouve qu'elle pourrait tout à fait correspondre également au projet éditorial ici. Et je la cite. «
Page 29, il s'agit de créer des liens, voire un continuum entre des spécialistes, car il y en aura toujours et on en a besoin, et toutes les personnes, amateurs et amatrices, qui ont besoin de ces savoirs pour construire leur savoir propre. Donc voilà, je pense qu'il y a cette vertu qui est importante. Et puis la troisième et la dernière, c'est bien de... Alors on a l'impression que c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire, mais ça consiste bien à travailler sur les pratiques en elles-mêmes et pour elles-mêmes. On a eu tendance beaucoup dans le champ académique de l'éducation populaire à s'intéresser à des questions infrastructurelles, de politique publique, d'organisation, de structure administrative ou autre. Et là, on voit dans le concret, dans l'action, ce que c'est, ce qui se passe et les difficultés qui peuvent être celles rencontrées par les acteurs. Et effectivement, il y a quelque chose qui est intéressant, comme le disait Alexia, on a un discours sur ces pratiques et donc on peut voir à la fois ce qui est fait et ce qui est dit, ce qui ouvre donc un certain nombre de questions, voilà, que je pose ici et qu'on pourra peut-être travailler, ou en tout cas qui, moi, m'ont interpellé à la lecture, et qui, pour certaines, font écho à des débats très anciens dans les mondes de l'éducation populaire. La première, et je me tourne vers toi Emmanuel, c'est la question de la place de la technique et des techniques ou des méthodes de façon beaucoup plus générale. Tu poses la question, à mon sens, de façon un peu provocatrice, de savoir si l'éducation populaire est soluble dans ses méthodes. Et dans les années 50-60, il y avait un grand débat sur la question de la technique contre l'idéologie. C'est-à-dire du moment où on cherchait à faire ce passage entre éducation populaire et animation, on disait, bon, bah, si on veut être autre chose que des idéologues, avec des colorations politiques qui peuvent être différentes, bah, dans quelle mesure est-ce qu'on peut se techniciser, devenir des professionnels avec un diplôme, des formations, voilà, brevetés, technicisés, professionnalisés. Et aujourd'hui, on se dit, bon ben voilà, on a des techniques qui sont propres, qui sont réplicables, qui sont sophistiquées, mais on en vient à se demander à l'inverse, de façon là encore un peu provocatrice, quid de l'idéologie, comme l'a dit Alexia, quid du politique derrière, c'est-à-dire que d'avoir des méthodes, d'avoir des techniques si perfectionnées, si sophistiquées soient-elles, ok, mais pourquoi faire, avec quelle visée politique? Bon voilà, il n'est plus question ici de lutte des classes, de transformation des classes, de réconciliation sociale, et ça c'est important aussi, parce que ça dit quelque chose peut-être de ce risque ou cette tentation que Nicolas Brusadelli appelle la fétichisation des méthodes. Et voilà, avec toujours le point de vigilance qui a été souligné également par Audrey, des techniques, oui, des méthodes, oui, mais pourquoi faire ou avec quelle intention politique. Et je trouve que dans les cahiers, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes sur la façon dont ces techniques elles-mêmes, non seulement sont politiques, sont vectrices de politique, mais sont pour elles-mêmes une réponse politique, avec cette phrase très forte que j'ai trouvée à la page 25. L'auteur nous dit « Les outils ont donc une valeur performative, ils sont comme une propagande par le fait ». Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est, voilà, que j'ai trouvé très très intéressant. Deuxième point, mais il a été soulevé par Audrey, donc je serai beaucoup plus rapide. Moi, j'ai été surpris, mais dans le bon sens du terme, hein, par la question du lien entre les professionnels de l'éducation populaire et le monde académique. Pendant très longtemps, l'éducation populaire s'est définie en miroir par rapport au monde scolaire, à la fois en opposition et en prolongation par rapport au monde de l'école. Là, le monde scolaire, en tout cas dans le cadre de ses contributions, apparaît assez peu présent, et pour autant, on voit beaucoup d'enjeux autour de l'universitaire, à la fois des universités, des savoirs, des diplômes, ou en tout cas dans cette forme d'accréditation qu'il pourrait y avoir par les savoirs académiques. Et c'est posé en ces termes-là, hein, disant que la recherche est un outil de légitimation du savoir comme de transformation sociale, ce qui pose donc beaucoup de questions, hein, sur la durée, sur la capitalisation et sur effectivement la légitimité également acquise par ces savoirs et par ces techniques. Et j'en viens directement à mon dernier point de façon à être bref. Je crois qu'il y a une question également qui est sous-jacente et qui est extrêmement intéressante, peut-être à tirer ou à prolonger, et qui est celle esquissée à la fin de la contribution de Nicolas Brusadelli, qui porte sur les frontières de l'éducation populaire. C'est-à-dire que si l'on peut la définir ou l'appréhender par ces méthodes ou par ces techniques qui en sont une dimension constitutive, voire identitaire, pour ne pas dire distinctive, eh bien, dans quelle mesure est-ce qu'on peut penser des ouvertures du champ, des circulations, des porosités, et comment est-ce qu'on sort de ce qui n'est pas un ghetto, hein, mais ce qui est quand même un univers qui peut être assez restreint,
Comment est-ce qu'on valorise également, comment est-ce qu'on capitalise, pour reprendre le vocabulaire proprement libéral et capitaliste. Mais on en vient à se poser la question, et c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce que dit Nicolas Brosadelli, page 72, sur la question de ces frontières. Voilà, moi je me pose beaucoup la question des circulations. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un champ qui peut irriguer des pratiques dans le domaine, par exemple, de l'économie sociale et solidaire. Ça a été posé la question, est-ce qu'on pourrait faire ce genre de choses également en entreprise ? Il y a le champ de la formation professionnelle qui est très important et qui est quelque chose sur lequel on peut se demander, tiens, est-ce que ces méthodes, ces techniques, elles peuvent être désidéologisées au point de servir à la formation professionnelle dans un cadre entrepreneurial ou privé, mais pas nécessairement à voir sur un mode très péjoratif. Hein. C'est vraiment à se poser la question, voilà, si on sait faire ça, si on peut faire ça, si on peut faire réfléchir des groupes, comment est-ce qu'on fait circuler le privé, les autres franges du secteur associatif. Et moi, j'en viens à me demander également, mais c'est parce que je suis enseignant, si on ne pourrait pas imaginer des formes de retour également dans les sphères enseignantes, dans le primaire, le secondaire, voire le supérieur, où, pour le dire de façon un peu cavalière, les étudiants n'en peuvent plus de ces méthodes descendantes, académiques, sclérosées, et où il y a cette appétence pour des méthodes, des techniques issus de l'éducation populaire et qui font, à mon avis, partie d'un renouveau. Cette appétence pour, effectivement, l'horizontalité, l'ouverture et ces formes de savoir beaucoup plus horizontales. Donc voilà, se poser enfin la question des circulations, des ouvertures ou de l'extension possible du champ des pratiques ouvertes par ce renouveau organisationnel et politique de l'éducation populaire. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup Léo. Bon, t'as pas été si long que ça, c'est parfait. Merci à tous les trois pour votre lecture à la fois attentive et exigeante. Je pense que le plus simple maintenant, c'est de donner la parole à la salle. J'aurais évidemment moi 1000 trucs à dire par rapport à ce que vous avez dit, mais on va avoir l'occasion d'un échange pendant et après. Et par contre, attendez d'avoir le micro pour poser votre question, puisqu'on enregistre pour pouvoir le rediffuser ensuite à ceux qui vont rater la conférence. Alors allez-y, n'hésitez pas à réagir, à prendre la parole, à témoigner en fonction de ce que vous a évoqué ce début de discussion. Bonjour, je suis Claire Goujon, je travaille à l'association des collectifs enfants-parents professionnels et pour la petite histoire, les UPP sont nés à la CEP en 2003. Je fais un petit pas de côté du coup parce qu'on est pour nous dans la petite enfance et pourtant vous parliez de contraintes et moi je parlerais de protocolisation quasiment en ce moment où la petite enfance mais d'autres on est fracassé quasiment par tout un tas de normes, de contraintes qui limitent la créativité. Et peut-être juste pour donner un petit exemple, je parlerai de l'éveil culturel et artistique. On va avoir des attendus par rapport à l'éveil de l'enfant, au lien parent-enfant. Et comment dire on va avoir soit des aspects techniques, on va cocher les cases, on a fait de l'éveil culturel et artistique. Et ce n'est pas forcément ce que nous, on souhaite. Et on va avoir l'autre solution, penser l'éveil culturel et artistique avec les professionnels de la petite enfance, les gens qui vont accueillir par exemple au musée ou au festival du court-métrage pour des tout petits, c'est possible aussi, et où on va le réfléchir en termes de qualité de ressenti aussi. Et c'est ça qui est difficile parce que toute cette éducation populaire dont vous avez évoqué, c'est la question aussi où on nous demande tout le temps d'évaluer tout ça. Et justement, on parlait aussi du temps, et la petite enfance comme le reste, on est aussi sur des temps longs. Et voilà, c'est un petit peu ce que ça m'a inspiré. Merci. On peut prendre peut-être plusieurs prises de parole et puis après j'inviterai nos... Oui, bonjour, je suis dans l'animation depuis 2003. Voilà. Depuis 2020, je suis dans le social et c'est pas évident parce que je crois beaucoup en l'éducation populaire. Mais par exemple, je suis très fan de montage de projets adaptés et par exemple,
on me demande des choses qui sont loin de la réalité. Le public, ça va, mais c'est comment travailler avec l'équipe, avoir plus d'outils, parce que on ne fait pas forcément des miracles si en face on a des esprits fermés et qu'on ne laisse pas essayer des choses tout en disant oui, je veux du changement. Avec des gens en face qui ont besoin d'influenceurs, j'emploierai ce mot-là, qui emploient des mots qui sont à la mode, au lieu d'essayer d'y croire vraiment et de mettre en pratique. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Je sais qu'on a aussi quelques auteurs dans la salle, donc il ne faut pas hésiter à prendre la parole si vous voulez le faire. J'ai aperçu Paul, j'ai aperçu Xavier, je crois que Laurent est là aussi. Est-ce qu'ici vous avez envie de réagir déjà à des choses qui ont été dites ou... Bonjour, je m'appelle Sylvain, je travaille avec les conseils citoyens de Paris. Et en fait, alors je suis désolé, j'ai pas encore pris connaissance du cahier, je le découvre un petit peu ce soir. Et moi, la question qui me trotte un peu, j'imagine qu'il n'y a pas de réponse évidente, c'est comment l'éducation populaire peut venir au service de la politique de la ville, qui est censée être une politique construite avec et pour les habitants, et qui aujourd'hui, à mon goût, reste une politique un peu trop verticale, pour reprendre un petit peu vos termes. Merci. Oui, alors Paul, peut-être. Oui, moi, ce qui m'a marqué à la lecture, c'est de voir comment, dans la formation des HEPS, comment la démarche d'éducation populaire avait été utilisée pour permettre une validation d'un niveau Bac+, je ne sais pas combien, Bac 3, 4... Et on va retrouver aussi la manière, et ça, c'est, pour moi, c'est une richesse. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de permettre à des personnes d'avoir un haut niveau de qualification sans être passé par l'université et sans avoir subi le cadre normatif de l'université. La démarche du collège coopératif, on s'appuie sur les personnes telles qu'elles sont, avec leur propre parcours. Et cette démarche-là, moi, ça m'a paru très riche. Ce qui m'a paru très riche aussi en termes d'éducation populaire, c'est les universités populaires familiales, où on est à co-construction entre des élus et des habitants, essentiellement des habitantes de quartier, de qu'est-ce qu'on a besoin. Et là, on est vraiment dans une démarche d'éducation populaire qui va à une transformation sociale, puisqu'on va jusqu'à modifier le cadre. Ce que j'ai trouvé aussi, et qui m'a intéressé, parce que ça m'a plus questionné, pour moi, l'éducation populaire, c'est un processus, et c'est un processus long. Je dis, les élus pensent à 5 ans, dans l'éducation populaire, on pense à 20 ans. On pense à former une génération qui sera en mesure de prendre les commandes. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant dans Starting Block, c'est la manière dont des personnes vivant ensemble une expérience d'autre chose que ce qu'ils ont l'habitude, en sont suffisamment transformés, même si ça ne dure pas des années, mais pour eux-mêmes se ressaisir ailleurs de ce qu'ils ont acquis là-dedans. Moi, c'est 3 choses qui m'ont fort intéressé, entre autres. Alors, peut-être, Alexia, tu voulais réagir? Vas-y. On fera des allers-retours, de toute façon. Je voulais juste repartir de la question de Sylvain sur le avec les habitants dans la politique de la ville.
Effectivement, moi je trouve que c'est un des éléments qu'on voit bien dans les articles du cahier, c'est justement comment on produit des savoirs avec les parents, avec les jeunes sur les questions de citoyenneté internationale, avec le numérique et les gens qui essayent de construire des outils. Donc c'est vrai que cet aspect-là, il est extrêmement important et il est très souligné par les articles. Et comme rapport au savoir, ce qu'avait déjà dit d'ailleurs Emmanuel Porte et Emmanuel Delescure dans la conclusion du cahier Agora, éducation populaire et politisation, c'est qu'on voyait qu'il y avait un accent qui était mis dans les récits d'éducation populaire sur justement comment on est producteur nous-mêmes de savoir critique et pas seulement accéder à des savoirs, comme tu le disais tout à l'heure, les universités populaires du début, c'était plutôt de la démocratisation des savoirs, tandis que là, on sent qu'il y a un courant qui cherche à insister là-dessus. Et ça fait le lien aussi avec ce que je disais sur comment on identifie les enjeux d'émancipation que portent les personnes et les groupes à distance du pouvoir. Et ça, c'est vraiment ça qui n'est pas simple, c'est que ça demande et de l'expérience et de se questionner ensemble. Pour avoir fait l'exercice dans différentes situations, c'est pas un hasard si, à ce moment-là, les enfants ont dit que leur question, c'était la question de la notation à l'école, par exemple. Après, forcément, eux, ils vont vers des sujets qui les préoccupent vraiment. Mais donc, aller faire un travail d'éducation populaire pour discuter avec les enseignants, discuter avec les parents, discuter avec tous les espaces qui existent sur comment la notation est pratiquée aujourd'hui à l'école et en quoi elle contredit le rapport, le désir de savoir. Et c'est ça, par exemple, c'est un beau chantier. Mais forcément, quand on arrive à aller chercher les questions authentiques, les préoccupations qu'ont vraiment les personnes en leur laissant le temps de les formuler, souvent, ça donne des choses qui sont beaucoup plus chaudes sur le plan politique. Chaudes au sens où c'est plutôt brûlant. Et c'est des questions qui sont difficiles. Et ça, c'est la première réflexion que ça me vient, qui me vient. Si vous me permettez, j'aimerais bien réagir à la question de Madame derrière, qui est animatrice depuis 2003, pardon. Vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé très très intéressant. Vous avez dit l'éducation populaire, moi j'y crois. Et dans les années 50, il y a un sociologue qui s'appelle Joffre Dumasdier, qui était à l'association Peuple et Culture, et qui disait ce qui définit la philosophie de l'éducation populaire, c'est la foi dans les méthodes. Et dans cette idée de foi ou de croyance, il y a quand même quelque chose qui est très fort dans cette idée que ce projet politique, il passe par le fait de penser une réponse pédagogique à des problèmes politiques. Et la suite de votre remarque, elle est liée à la première, c'est le fait que oui, c'est difficile au sens où vous dites le travail social ou la démarche d'éducation populaire, elle est difficile, elle est contrainte par des aspects organisationnels qui ont été rappelés avec beaucoup de justesse et un cadre politique compliqué par ailleurs. Mais il y a dans cette remarque, à mon avis, une grande partie de l'attention qui anime les méthodes d'éducation populaire, qui est à la fois le sentiment que c'est relativement chimérique par rapport aux enjeux qu'on peut traiter, et de l'autre, l'idée qu'une façon de se saisir de ces problèmes, une façon d'y résoudre et une façon d'engager des groupes dans un processus émancipateur tel que ça a été défini par Emmanuel Porte, donc ce passage effectivement à une réflexion collective, et il passe bien par cette démarche-là. Donc oui, c'est difficile, oui, c'est imparfait et ça peut être décourageant. Et pour autant, il y a quelque chose derrière qui, s'il adhère ou s'il provoque effectivement un sentiment d'adhésion, renvoie quand même à quelque chose qui est mobilisateur. Alors, moi, je me permets du coup peut-être de faire une petite incise par rapport à ce qui a été évoqué sur la question du rapport à la connaissance ou du rapport à la recherche par différentes personnes, ici comme dans la salle. C'est aussi, je trouve, assez marquant dans le numéro et dans la discussion qu'on a eue en amont.
Et je crois que c'est aussi une des raisons pour laquelle un certain nombre d'acteurs ont ces dernières années essayé d'opérer des réflexions qui faisaient la jonction entre l'éducation populaire et le pouvoir d'agir, l'éducation populaire et le community organizing, l'éducation populaire et la recherche-action, l'éducation populaire et les sciences participatives, etc. Je crois qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation effectivement que dans les années 50, 60 ou même 80. On est rentré dans une ère de démocratisation scolaire et universitaire très massive, globalement d'ailleurs en Europe dans les années 90 et qui s'est un peu stabilisée même par des politiques publiques à partir des années 2000, ce qu'on a appelé au niveau européen la société de la connaissance, même si on est très loin de l'avoir pleinement réalisé, mais qui aboutit au fait que c'est un fait aujourd'hui que dans le monde associatif, il y a énormément de gens qui ont fait des parcours universitaires, plus ou moins poussés, mais qui ont un rapport à la connaissance, à la recherche, un rapport à la source. Voilà. Et je trouve, c'est pour ça que moi, à titre personnel, je me suis pas mal intéressé ces dernières années au lien entre éducation populaire et numérique, parce que je trouve que typiquement, dans le numérique, un certain nombre d'outils ont beaucoup hérité de cette double réflexion sur on source ces données. Dans Wikipédia, la seule chose qui légitime la prise de parole dans Wikipédia, c'est d'avoir une source. J'exagère un peu, mais c'est ce qui est le plus important. Sans source, on n'écrit pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas écrire sa propre page Wikipédia normalement, parce qu'on ne peut pas se sourcer soi-même, et donc ça crée tout un tas de petits problèmes de ce type-là sur des pages biographiques de gens. Mais ça montre l'importance qu'a prise dans le développement d'outils et d'expériences qui visent à produire de la connaissance cette culture universitaire, mais elle est dans le monde de l'éducation populaire doublée ou épaissie d'une réflexion sur justement l'émancipation, le faire ensemble, le collectif. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi la manière dont se dessine une réflexion sur... Il y a des horizons politiques qui relèvent des manières de faire sans forcément écraser les choses de manière idéologique. C'est-à-dire, par exemple, toute la discussion sur les communs de la connaissance, etc., ça laisse de la place à une grande diversité en fait, d'opinions politiques globalement, quoi. On trouve un spectre politique très large. Par contre, ça part du principe que les gens se retrouvent sur des manières de faire qui consistent à sourcer, à laisser de la place à chacun à la prise de parole, que les prises de parole soient éclairées. C'est pas une discussion du café du commerce, mais pour que la discussion soit éclairée, souvent, on l'éclaire plus facilement dans un cadre collectif. Et donc, si on a besoin d'un cadre collectif, qu'est-ce qu'on a de disponible comme méthodologie qui permettent de les consolider, ces cadres collectifs? Il y a évidemment des méthodes qu'on peut aller prendre dans l'éducation populaire, mais il y a de manière plus générale l'association. Comme une proposition aussi sociale, politique et juridique qui permet d'organiser ce débat-là. Et c'est pour ça que moi je crois aussi beaucoup au fait que cette discussion sur l'éducation populaire, elle est intéressante dans la manière dont elle concerne les adultes, et pas seulement les publics, les adultes agissant dans les associations, parce qu'elle est une clé parmi d'autres pour venir re-questionner les associations, leur fonctionnement, la gouvernance des associations, les horizons politiques, parce que vous l'avez tous dit, les associations sont toutes prises aujourd'hui dans des contraintes de gestion de leurs activités par appel à projet, par saucissonnage d'activités, etc. Et tout le monde manque de temps pour rediscuter de l'horizon associatif partagé. Et c'est cet horizon associatif partagé, quelle que soit son orientation politique, qui constitue une orientation collective à partir duquel on peut discuter des méthodes. Et donc si on n'a pas ces temps de discussion collective, on discute des méthodes un peu hors sol, et effectivement on applique des méthodes à des objets les uns après les autres, en n'étant jamais vraiment sûr qu'on poursuit un objectif qui est le même, quoi. Voilà. Bon bref, je ne sais pas si je suis clair, mais c'est ça que ça m'évoquait. Voilà. Est-ce que d'autres... Oui. Merci Cathy. Bonjour, je m'appelle Aurore Kessaï, je travaille à la Ligue de l'enseignement. J'ai une question sur la formation aux méthodes d'éducation populaire. Est-ce que vous avez une idée de la proportion d'associations qui déclarent former leurs salariés ou leurs militants bénévoles à ces méthodes-là ?
Donc bonjour, donc moi je suis Thomas, je suis directeur de centre social et j'interviens aussi dans les IUT carrières sociales pour former les animateurs qui sont mes futurs collègues. Et en fait j'interviens notamment avec un enjeu, un désir pour moi qui est de dire que j'ai envie de repolitiser un peu les pratiques de mes futurs collègues que je trouve s'être beaucoup technicisées ces dernières années. Et j'utilise, c'est pour répondre un peu à l'intervention de Léo de tout à l'heure, je mobilise des techniques durant toutes mes interventions que j'essaye de débriefer à chaque fois, de dire pourquoi est-ce qu'on a fait aujourd'hui un débat mouvant, pourquoi est-ce qu'on a fait... Voilà. Et ma grande frustration quand même, c'est que pour l'anecdote, j'ai retrouvé une étudiante à une manif des centres sociaux il y a 15 jours, et des collègues demandent alors t'as retenu quoi du cours, et en gros ce qu'elle a retenu du cours c'est le Pac-Man, donc le petit brise-glace qu'on a fait en début de cours, etc. Et ça m'a dépité en mode ok, donc j'essaye de leur travailler sur le sens, sur la politique, on lit Alinsky, on lit Paulo Freire, et en fait ce qu'elle a retenu c'est le Pac-Man, quoi, c'est le brise-glace de tout début pour les réveiller quand ils sont en train de s'endormir. Et voilà, et donc c'est pour un peu illustrer cette difficulté, je trouve, de ces techniques qui des fois prennent le dessus, y compris quand on essaye de travailler le sens et de ne pas lâcher le projet politique, mais qui ont un côté très attractif pour le grand public aujourd'hui, qu'on fait un peu la marque peut-être de l'EducPop ces dernières années et qui voilà, peuvent effacer ce qu'on essaye de défendre par ailleurs. Voilà. Oui, une réaction tout au fond. Bonjour, je me permets de poser une question. Est-ce que les méthodes d'éducation populaire ne sont pas des outils d'animation dans les associations de jeunesse et d'éducation populaire, puisqu'on fait la confusion permanente entre les deux en France? Donc, est-ce que ce n'est pas un outil d'animation dans les associations qui viennent plutôt au secteur économie sociale et solidaire, et un levier d'émancipation dans les associations qui sont plutôt des associations qui tiennent à l'émancipation? Voilà, je pense que les mêmes méthodes peuvent être un outil de l'un ou de l'autre selon la façon dont les gens les pratiquent et selon la façon dont les associations les présentent, les emballagent. Bonsoir, Céline Aleb, je travaille au Secours Populaire et du coup je voulais vous questionner par rapport justement à ce que vous disiez sur la porosité qu'il pouvait y avoir entre différents champs académiques et l'éducation populaire. Pourquoi ? Parce que je m'intéresse beaucoup à l'intelligence collective qui est en train de faire un boom, alors on pourra dire peut-être de mode aujourd'hui, mais voilà, qui aussi qui donne lieu aussi à un diplôme universitaire donc à Cergy-Pontoise, et je me posais la question justement de la place de l'éducation populaire dans ces formations universitaires. Donc ça, c'était ma première question. Et puis j'avais aussi envie de mettre en lumière le travail qui est fait aussi au niveau du Secours Populaire. On est une association où l'on se reconnaît en tant qu'association d'éducation populaire, et on a vraiment toute une génération de jeunes et d'enfants qu'on mène justement sur des chemins d'émancipation, et on leur permet vraiment de retrouver en interne et quelle que soit leur classe sociale, leur pouvoir d'agir, mais aussi on les familiarise au milieu associatif, à la prise de décision, au travail collaboratif et à la participation à nos instances. Voilà. Et donc, du coup, j'étais aussi très intéressée par l'idée justement de mise en commun. Vous parliez de clinique, enfin voilà, de pouvoir repérer justement ces différentes pratiques, parce que nous, on se sent parfois un peu seul. Et justement, ce serait intéressant de pouvoir vulgariser tout ça et que le grand public puisse connaître de plus en plus les différentes pratiques. Alors certes, dans notre association, mais aussi ailleurs. Et j'ai été bien triste d'apprendre que Starting Block, effectivement, avait donc disparu, parce qu'il faisait partie, justement, avec, je vais me tromper, une autre association. Ils avaient construit une formation, donc les Sexy et aussi les Wexy. Donc c'était des week-ends, justement, très intéressants, qui proposaient donc des formations donc à l'éducation
populaire associée à la solidarité internationale, mais en tous les cas, la première partie était vraiment sur l'éducation populaire. Donc, est-ce qu'on pourra retrouver aussi ce type de formation accessible et aussi peu onéreuse, parce que vraiment c'était à la portée de tous? Alors vas-y, Alexia, tu voulais réagir, je crois. Oui, rapidement, c'était par rapport à la question de Thomas qui disait voilà, je pratique des méthodes d'éducation populaire à l'IUT, c'est bien ça. Et une personne, en tout cas, a retenu un petit morceau d'une technique utilisée. Et justement, ça rejoint vraiment ma question sur le chantier de qu'est-ce que ça leur fait, enfin, qu'est-ce que ça nous fait, les pratiques d'éducation populaire. Parce que je me rappelle qu'on avait fait un travail de ce type-là avec l'Université populaire de Bordeaux, dont faisait partie un des auteurs d'ailleurs d'articles. Et on a fait vraiment un gros travail de retour des différents groupes sur ce qu'ils avaient vécu et qu'est-ce qui leur paraissait le plus émancipateur. Et à ma grande surprise, il y avait des actions qui s'appelaient les cabarets politiques, où les sujets se voulaient des sujets de société, et puis c'était des modalités de discussion un petit peu horizontales. Et puis, à côté de ça, ils ont fait un énorme travail pour aller chercher au sein de l'université, en questionnant les étudiants sur qui étaient les profs qui les passionnaient le plus, qui leur donnaient le plus envie de savoir. Ils ont sélectionné ces universitaires-là et ils ont fait des cycles de formation universitaire ouvertes, du coup, à tous les adhérents de l'UP de Bordeaux. Et les adhérents des classes les moins possédantes, les moins formés, qui avaient le moins de capital, trouvaient que c'était beaucoup plus émancipateur d'aller bénéficier d'un savoir construit qui leur offrait une prise sur les réalités et qui leur donnait envie d'en savoir plus et qui leur donnait de l'élan et un nouveau pouvoir. Et par contre, ils trouvaient que dans les cabarets politiques, ils n'en retenaient rien. Et ils repartaient, ils avaient du mal à se sentir à l'aise et à produire des savoirs qui leur restaient. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et ça nous renvoie aussi à ce questionnement sur les outils, les méthodes, à faire attention justement à l'intention qui est derrière, parce que si l'intention c'est de pouvoir problématiser des questions qui comptent pour nous pour que demain on puisse choisir en conscience, etc., ça vaut le coup qu'on regarde de plus près ce que ça a produit. C'était un petit exemple. Oui, alors peut-être pour la question de la camarade de la Ligue, peut-être dire aussi qu'au CNAGEP, on a procédé pendant 1 an et demi, 2 ans à des auditions, qu'on a appelées les auditions 100% EducPop, qui justement visaient à prendre le temps, pour une fois, d'auditionner les membres du CNAGEP sur leurs projets, pourquoi elles se disent, ces associations-là, d'éducation populaire, qu'est-ce qu'elles font, etc. Et donc c'était des auditions un peu longues. Elles avaient toutes la même question à chaque fois, ce qui nous a permis aussi d'avoir donc de pouvoir lire en fait sur une même question plusieurs réponses, comment les associations d'éducation populaire pouvaient appréhender ces choses-là. Et il y avait souvent quand même la question qui revenait donc de la transmission et de qu'est-ce que vous mettez en place dans votre association pour finalement former, transmettre. Comment ça se passe cette question-là chez vous, voilà. Et vraiment, je pense dans la quasi-totalité des associations qui ont été auditionnées à ce moment-là, il y avait cette question-là de la formation, de la transmission comme un élément qui était très important. Que ça prenne la forme de week-end, que ça prenne la forme de temps différents en fait, mais il y avait quand même vraiment cette attention-là à la transmission et à la formation des personnes en fait dans l'association. Voilà, en tous les cas, aujourd'hui on a encore des petites capsules qui permettent
regarder en résumé, en tous les cas, ces éléments. Mais moi, j'avais trouvé que c'était assez intéressant, justement, de remarquer ça. Je voulais juste, sur la question que posait Sylvain, justement, dans laquelle il y avait un peu la réponse, d'ailleurs, dans la question, sur, finalement, la participation, finalement, des publics dans des sujets de politique publique, là en l'occurrence. Ça revient du coup au sens, pourquoi on fait les choses. Ça revient aussi à la question de quoi on parle quand on parle d'émancipation et de transformation, du coup. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, en fait, on fait les choses pourquoi ? Pourquoi, à un moment donné, on met en place un processus de participation des habitants et des habitantes ? Voilà. On veut répondre à quoi ? Et en fonction de cette question, malgré tout, ça va entraîner des méthodes normalement différentes. Mais du coup, si on ne s'est pas posé cette question-là sincèrement au départ, ça marche moins bien. Voilà, là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui est... Et en l'occurrence, ce que je trouve assez paradoxal, c'est que bien souvent, on parle d'émancipation et on a tendance à d'abord avoir une injonction à l'émancipation et en plus à dire quand même de quoi il faut s'émanciper. Voilà. Et donc, or ça, de fait, ça marche moins bien aussi. C'est-à-dire que si on dit aux gens de quoi ils doivent s'émanciper, tout de suite, c'est un peu problématique, sauf que c'est très dans l'air du temps, quand même. Il y a des trucs sur lesquels il faudrait qu'on s'émancipe, d'autres pas. Bon, voilà. Et là aussi, en fait, quand on met en place un processus pour faire participer des habitants, des habitantes, en fait, eux, ils se posent quoi comme question ? C'est quoi leurs questions ? C'est quoi leurs problèmes à résoudre dans leur vie ? Est-ce qu'on leur a confié, en fait, la possibilité de résoudre ensemble leurs questions ? Ou est-ce qu'on leur a dit, hop, il y a un sujet et on voudrait que vous participiez là. Voilà, et ça, de fait, ça va considérablement changer ce qui va se passer, ce qui va se produire si on prend le temps de laisser en fait aux personnes la possibilité de dire de quoi elles ont envie de parler, qu'est-ce qu'elles ont envie de transformer, parce qu'a priori, elles savent bien ce qui se passe dans leur vie de quartier, du coup, et donc elles ont sûrement 2-3 idées de ce qu'il faudrait bousculer ou pas, quoi. Donc voilà, mais ça c'est pas toujours super bien fait comme ça, quoi. Merci. D'autres réactions ? Ah oui, vous voulez reprendre la parole ? Oui, allez-y. Oui, rapidement. Je trouve ça très intéressant parce que ça questionne les actions d'aller vers que nous et d'autres mettons en place, avec cette place donnée à l'espace, en fait. Vous parliez de la méthode, mais il y a aussi l'espace où on rend possible la rencontre, la paire et danse. On s'aperçoit que le fait alors pour les parents, mais peu importe, de se retrouver à partager des expériences sans hiérarchie, sans structure autour, sur la place publique ou dans des temps de rencontres très informels, ça n'a pas l'air d'être une méthode comme ça, et pourtant. Bonjour, donc je suis Colline, je travaille chez YGREN, un mouvement d'éducation populaire également. C'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion par rapport à ce qui a été dit. Au tout début, je crois que c'est Audrey et Alexia, vous avez toutes les deux pointé la notion du sens, effectivement, de revenir sur... quand on parle d'émancipation, qu'est-ce qu'on met derrière, le sens, le pourquoi, et en tout cas sur ce titre outil d'animation ou levier d'émancipation, je me suis de suite questionnée sur la place de la posture, et l'une de vous a justement dit c'est pas forcément beaucoup abordé dans ce cahier, et je crois que dans les dernières interventions, ce qui me semble être au cœur de justement cet espace dont vous parlez, au-delà de l'outil, au-delà de la méthode, c'est vraiment l'espace qui est créé, qui est laissé et qui permet cette émancipation. Et en fait, je crois que tout ça, ça se joue autour de la posture, justement, vu qu'on revenait sur... c'est pas l'outil l'important, c'est la main qui l'utilise. Et en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est autour de ça essentiel. Voilà, c'était... Alors, je reprends juste rapidement la parole sur vos deux dernières interventions, parce que simplement pour dire que
y compris pour nous au niveau de la revue, c'est un travail un peu de réflexion cumulative sur ces différents aspects, et on a donc pas le numéro précédent, mais celui encore d'avant était justement consacré à l'aller vers, en fait, et a été consacré à cette en prenant justement des exemples pratiques aussi concrètement de manière d'animer des lieux, de faire vivre des missions d'accueil, et derrière le rapport à l'espace, il y a aussi un rapport au temps. Voilà. Et on essaye aussi de travailler ces questions-là à l'INJEP. Je pense aussi il n'y a pas très longtemps, il y a un rapport qui a été écrit par Julie Valin sur un certain nombre de lieux d'accueil, hein, et elle travaille beaucoup sur la spatialité. Elle a pris des photos de comment est-ce qu'on accueille aujourd'hui des jeunes, des publics en difficulté dans des espaces divers qui sont aussi bien parfois des administrations, parfois des associations, parfois des lieux mixtes, etc. Et la part de cette spatialité dans le fait de produire ou pas un effet d'accueil et d'intégration, quoi. Et ça, c'est aussi une dimension très importante. C'est vrai que là, on s'est plutôt concentré sur la question des méthodes et des techniques, mais c'est vrai que je trouve que ça peut être intéressant de regarder comment les numéros résonnent les uns avec les autres. Puis ça permet de faire un peu de pub pour des numéros un peu anciens. Oui. Au fond, et puis après... Bonsoir, Laurent Costi. Je voudrais revenir un peu sur la question de l'outil. Alors c'est vrai que si on regarde, je dirais traditionnellement, le rapport à l'outil dans l'éducation populaire, effectivement, ce serait la main qui serait importante dans le processus. Peut-être qu'il faut aussi qu'on se pose la question, alors évidemment là je me mets sous un prisme numérique, mais on est face à des nouveaux outils qui finalement ont aussi une forme de cerveau en eux-mêmes, quoi. Et du coup, il faut qu'on s'interroge dans l'éducation populaire par rapport à ce rapport à l'outil, à un outil qui est en train de changer aussi, et très très rapidement. Donc, alors évidemment, ça soulève toutes les questions d'IA, etc. Mais en tout cas, peut-être le point que je veux soulever là, c'est les outils changent aussi, quoi. Alors évidemment, on parlait des outils de l'éducation populaire, et ce qui est très différent des outils numériques, mais voilà, il faut qu'on sache de quel outil on parle, et les outils du numérique sont très très différents des outils qu'on avait l'habitude de manipuler dans l'éducation populaire, parce que potentiellement ces outils-là peuvent nous manipuler aussi. Alors, Paul Masson voulait reprendre la parole. Après, est-ce que d'autres personnes? Oui, moi je voulais plutôt compléter ce qui a été dit et puis revenir sur la notion de démarche, méthode et outils. Parce que souvent, c'est la même chose. Et non. Au niveau de la démarche d'éducation populaire émancipatrice, tu as posé de dire permettre aux gens de résoudre ensemble ce qui leur pose problème. C'est une première étape. Mais la démarche émancipatrice, c'est pas seulement de régler ces petits problèmes. C'est de réussir en même temps, à cette occasion où on se pose les problèmes, de situer le questionnement qui est le nôtre, pourquoi notre gosse ne réussit pas à l'école, dans une organisation sociale. Et s'il n'y a pas cette deuxième méthode, s'il n'y a pas cette deuxième dimension, on ne fait pas... Enfin, je ne dis pas qu'on ne fait rien, mais on ne va pas sur une démarche émancipatrice. Et que suite à cette découverte d'une organisation sociale qui crée les conditionnements, il y a aussi la capacité à s'organiser ensemble pour être capable de modifier le cadre, c'est-à-dire prendre suffisamment de conscience de sa propre force collective qui permet de modifier et de se confronter à ça. Pour moi, ça, c'est la démarche. Alors, pour cette démarche, il va y avoir des méthodes. Tout à l'heure, Alexia a fait allusion à l'apport universitaire qui pouvait être très pertinent pour des personnes, une fois qu'ils se sont posé une question. Ils vont voir quelqu'un qui a étudié un peu plus cette question et va lui demander quelle est sa réponse. Ça, on est dans le domaine de la méthode, mais dans une démarche d'éducation populaire, cette méthode, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Elle peut être une étape qui va précéder un travail ensemble. Qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Et alors là, la méthode, les méthodes qu'on va utiliser vont s'inscrire dans une démarche. Mais à chaque fois, il y a nécessité, quand on choisit une méthode, de dire où je veux aller. Quelle est la dimension émancipative auquel... Même dans le rapport, à un moment, j'ai trouvé qu'il y avait un peu confusion entre animation et démarche. Ou à la limite, on parlait de démarche avec des post-it. Des post-it ou travaillant sous groupe, ça serait de la démarche. Non. Des post-it, c'est un outil. Le travail en sous-groupe, c'est un outil. C'est pas une démarche. Je ne sais pas si j'ai éclairé ou créé de la confusion. Merci Paul. Alors oui, voilà, il me semblait avoir vu une main se lever là-bas. Bonsoir, je m'appelle Fekine Hamza, je travaille à la ville de Choisy-le-Roi, au service enfance. Et en fait, je souhaitais intervenir puisque suite aux différents débats et aux différentes réflexions que j'ai entendues ce soir, j'ai une question qui m'est venue et qui m'interpelle, donc je souhaiterais vous la poser à tous. Vous avez évoqué l'importance de l'implication des pouvoirs publics dans la réalisation des actions qu'on peut mettre en œuvre. Et vraiment, je me posais la question de savoir quels étaient aujourd'hui les leviers de crédibilisation ou même les représentants que pouvait avoir l'éducation populaire auprès des pouvoirs publics, puisque j'ai l'impression que l'éducation populaire reste cantonné au monde associatif et que pourtant aujourd'hui c'est pas une question de crédibilisation puisque on l'a vu dans les échanges et on le voit encore ce soir sur la technicité et la professionnalisation de toutes nos réflexions autour de l'éducation populaire. Ce sont des choses qui sont très poussées et qui sont même reconnues aujourd'hui par des diplômes élevés. Pour autant, dans le débat public, l'éducation populaire n'est quasiment jamais évoquée, à moins que je ne me trompe. Mais donc voilà, ma question c'était vraiment quels étaient les leviers qui pouvaient exister à l'heure actuelle ou même plus, enfin voilà, quelles étaient les personnes qui pouvaient crédibiliser l'action auprès des pouvoirs publics de l'éducation populaire. Pardon. Merci. J'aurais envie de répondre à toutes les remarques, mais je vais partir de la dernière, parce que c'est cette chose qu'on fait. On considère toujours bonne la dernière idée qu'on a entendue. Sur la question de la crédibilisation et du lien avec les pouvoirs publics, bon, moi, ma thèse portait sur ces questions-là. Et vous avez raison de rappeler que à la fin du processus, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, il y a une partie de l'éducation populaire institutionnelle qui s'est institutionnalisée dans un secteur jeunesse et éducation populaire, jeunesse et sport, bon, des associations qui sont connues, qui sont vénérables et qui sont présentes, et qui font partie effectivement de ce monde associatif, et qui ont leurs représentants, qui ont des instances de coordination, qui ont des instances de représentation. Et ce qui est intéressant dans votre discours, et qui renvoie à une ligne de fracture dans ce monde associatif, c'est qu'il y a cette idée un peu sous-jacente qu'il y aurait une forme de conflit entre des anciens et des modernes, que les anciens auraient fait le jeu de l'institutionnalisation, joué la proximité avec les pouvoirs publics et par là même auraient dépolitisé leur action précisément en la technicisant à outrance et en la mettant au service des attentes et des prérogatives des pouvoirs publics, jusqu'à en faire des délégataires de l'impuissance publique. Et puis face à ça, il y aurait une éducation populaire qui se dit politisée, conscientisante et qui viserait à réinvestir dans des espaces effectivement non institutionnels des méthodes qui, elles, seraient plus ouvertement liées à de la politisation ou à de l'émancipation. Et dans cette ligne de fracture-là, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit simplement narrative, se pose effectivement beaucoup la question de la crédibilisation. C'est-à-dire, est-ce qu'une démarche d'éducation populaire authentique, orthodoxe, crédible, elle passe par la prolongation de ce que c'est que l'action des pouvoirs publics,
le républicanisme, la laïcité, le vivre ensemble, tout ce qu'on connaît en termes de catéchisme républicain, ou est-ce que c'est effectivement l'exacerbation de la conflictualité, la politisation sous un registre autre? Et ça, du coup, c'est une question qui est... il est impossible de la trancher sans être entièrement normatif, mais ça renvoie, à mon avis, à cette ligne de fracture et qui est liée au fait que il n'y a pas de représentant unique de l'éducation populaire qui pourrait parler au nom de tout le mouvement, puisque c'est un secteur qui est très divers, qui est très divisé, qui est très conflictuel, avec des gens qui, derrière une bannière unique, peuvent avoir des opinions qui sont assez différentes. Donc voilà, la question de la crédibilisation, c'est une question politique en elle-même, c'est une question ouverte. Et j'imagine qu'effectivement, voilà, en fonction des acteurs rencontrés, elle apportera des réponses différentes, à des méthodes différentes, et ce en quoi on en revient à la question des démarches ou de l'intentionnalité. Mais à mon avis, voilà, qui s'explique pour partie par cette ligne de fracture entre des structures institutionnalisées et puis des structures qui le sont moins ou qui se présentent comme l'étant moins et qui renvoient du coup à d'autres formes de méthodes et de techniques de politisation. Je te donne la parole. Peut-être dire d'abord que c'est sûr que de toutes les façons, c'est la vraie question, c'est de pouvoir à la fois se faire connaître et reconnaître pour ce qu'on fabrique, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on génère, et même quand c'est difficile à montrer ou à mesurer, là, ce que tu évoquais sur finalement, est-ce qu'on serait en capacité de mieux montrer les preuves de l'émancipation et de quoi on parle, etc. Ça, il y a vraiment cette difficulté, et on est souvent avec les pouvoirs publics dans cette discussion-là de ce qu'on fabrique, ce qu'on génère, là concrètement, dans quel tableau on va pouvoir le montrer, hein. Bon, et voilà, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, donc c'est pas évident. En tous les cas, peut-être, pour avoir un petit signe de positif, c'est quand, malgré tout, en ce moment, on parle éducation populaire. Et juste vous donner 3 exemples. À l'Assemblée nationale, à la rentrée septembre-octobre, un groupe d'études, enfin une étude en tous les cas, sur l'éducation populaire a été lancée par des députés qui ont saisi en tous les cas cette question pour interroger aujourd'hui le périmètre, les enjeux de l'éducation populaire. C'était une envie de travailler cette question. Et il y a une semaine, je vous invite d'ailleurs à écouter cette table ronde qui s'est déroulée, donc c'était fin janvier, une table ronde à l'Assemblée nationale qui a été demandée par la commission éducation et culture de l'Assemblée nationale. Ils n'ont jamais parlé éducation populaire dans cette commission depuis à peu près 150 ans. Donc c'est quand même la première fois que ce sujet arrive, et qu'il n'était pas que 3. Nous, on avait préparé les choses et tout, on pensait qu'il y aurait 3 députés. Pas du tout. Il y avait quand même pas mal de députés qui ont posé des questions plutôt intéressantes. Il y avait l'INJEP qui était présente, et donc le CNEJEP était présent. Et en fait, c'était... voilà, il y a quand même eu là, dans la préoccupation de ces échanges qui sont intéressants. Et là, prochainement, le 3e exemple, c'est plutôt aussi de regarder finalement le 30, 31 mai et 1er juin sont organisées les secondes rencontres nationales de l'éducation populaire. Il y a eu les premières en 2022, ce sont des biennales pour le moment. Et il s'agit de rencontres. Et là, vraiment, c'est la volonté que se rencontrent justement des acteurs associatifs de l'éducation populaire et des acteurs institutionnels. Voilà, parce qu'il y a aussi dans les collectivités, dans les ministères, des agents, des élus qui ont envie. Ils ne savent pas toujours quoi faire tout à fait. Ils sont parfois pleins d'interrogations, mais il y en a qui ont envie de faire des choses. Et ces rencontres, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de reprenons le temps de faire culture commune, ensemble, de quoi on parle, pourquoi en fait ce serait intéressant de fabriquer des choses sur un territoire avec l'éducation populaire, par l'éducation populaire, pourquoi, voilà, etc. Donc il y a quand même une certaine volonté d'échange. C'est pas vrai avec tout le monde, hein, je ne veux pas non plus enjoliver les choses. Et par ailleurs, la limite, c'est justement ce qui a été évoqué, c'est l'acceptation du débat et de la conflictualité. Ça, par contre, on sent que c'est compliqué. Voilà, dès qu'on n'est pas d'accord,
en fait. Ça, c'est quand même, on a perdu cette habitude-là, hein, d'être dans du débat où on n'est juste pas d'accord, mais en fait, ça va être super intéressant parce qu'en fait, si on est d'accord, on va pas beaucoup avancer sur le sujet. Bon, ça, c'est bien, mais du coup, on va peut-être moins avancer sur le sujet qu'on est en train de discuter. Alors que si on n'est pas d'accord, peut-être qu'il va se générer des choses. C'est un peu oublié, en fait, hein, le conflit, en tout cas, la dispute intelligente, hein, pour construire, pour avancer, elle est quand même un peu perdue de vue. Et ça, c'est la limite, voilà, de ce que je viens de dire. C'est-à-dire que oui, on peut dialoguer, on peut faire des choses, mais on sent bien qu'aujourd'hui, dès que par contre on n'est pas d'accord, ou on va poser une question qui dérange un petit peu, voilà. Et donc l'exemple que tu citais tout à fait avec le cas du groupe jeune des centres sociaux qui posent en fait les questions d'une autre façon, parce qu'ils vivent les choses d'une certaine façon et qu'ils le partagent. Ils ont juste partagé, témoigné en fait. Hein. Et ils ont juste posé des questions. Ça dérange. Donc là, on sent bien que ça, c'est un peu la limite à... Oui, tu avais envie d'intervenir, Alexia ? Bon, de toute façon, on arrive un peu à la fin de notre créneau, cela dit, mais est-ce qu'il y a encore des velléités de prise de parole ? Je ne voudrais pas couper. Ouais, allez-y. Oui, bonjour. Je fais un petit peu un pas de côté, mais je connaissais bien l'association Starting Block et sa disparition vraiment me touche personnellement. Et comme on a mentionné quelques fois aujourd'hui, la question des difficultés de moyens et des contraintes, notamment avec les financements publics, peut-être que c'est déjà connu de tout le monde ici, mais je voulais signaler qu'il y avait une concertation en ce moment par le CESE sur le financement de la vie associative. Voilà, il reste très peu de jours pour répondre, mais peut-être il y a des personnes ici qui seront intéressées. C'est tout. Merci pour cette information. Moi, c'est pas une question. Bonjour, je m'appelle Émilie. C'est pas une question, c'est une petite remarque. Je trouve que encore les cahiers de l'action sont encore assez masculins. Et je suis désolée de le lire encore une fois. Je suis contente qu'il y ait deux représentantes à la table de la discussion. Mais en tout cas, je trouve que ce milieu, il est encore aussi encore assez masculin. Ça fait écho à la crédibilisation dans les prises de parole publiques, en tout cas. Même si voilà, pour le CNAGEP c'est super, mais il y a pas mal d'espaces où encore il y a beaucoup la place, cette question-là des discriminations de genre, mais pas que, hein, on est quand même beaucoup de personnes blanches ici dans cette salle aussi. Et donc je trouve que voilà, ce serait chouette aussi d'aller dans les marges, dans ce que l'INGEP et les cahiers de l'action peuvent aller publier, d'aller chercher aussi des pratiques qui sont dans les marges et qui ne sont pas forcément... parce que là, tous les noms des personnes qui sont dans ce document sont connus. Enfin, moi je les connais, mais... En tout cas, je trouve qu'il y a plein de choses dans les marges qui seraient à valoriser. Merci beaucoup. Alors, tout à fait d'accord avec cette dernière remarque. D'ailleurs, je voudrais dire que le prochain numéro des Cahiers de l'Action qui est en préparation sera consacré plus spécifiquement à l'animation et essaiera justement de traiter l'animation non pas sous l'angle d'un secteur en crise dont on a beaucoup parlé sur le plan des pratiques, enfin de l'attractivité du BAFA, de la filière et tous les enjeux professionnels liés autour de ça, mais de le traiter justement sous l'angle des pratiques d'animation et de l'adaptation des pratiques d'animation aujourd'hui à de nouvelles thématiques sur une vingtaine d'années, en traitant à la fois des exemples qui vont chercher du côté du genre, du côté du numérique, du côté de l'environnement, dans lequel on essaiera de regarder comment est-ce qu'au concret et sur le terrain, on peut essayer de traiter des thématiques émergentes dans un secteur qui est, on le sait, marqué aussi par des turnovers importants, des difficultés financières, des structurations territoriales qui sont extrêmement variées. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut tous avoir en tête quand on réfléchit à l'avenir de l'éducation populaire et aux relations avec les pouvoirs publics. C'est que je pense que ce qu'on a dessiné ce soir et de manière plus générale ces dernières années dans les discussions sur l'éducation populaire, c'est que quand on parle d'éducation populaire, on parle un petit peu... on parle d'un champ, d'une myriade d'initiatives qui s'inscrivent dans des
dans des territoires à des niveaux d'intervention et en direction de public extrêmement variés, que tout ne relève pas exclusivement des politiques de jeunesse, par exemple, et justement, à chacun de ces niveaux et sur chacune de ces thématiques, les interlocuteurs changent en permanence et ont beaucoup changé ces dernières années à la faveur des réformes successives de l'État. Si on ne prend que, par exemple, le champ justement des politiques de jeunesse, aujourd'hui, le chef de fila, comme on dit, des politiques de jeunesse est celui des régions, alors qu'en matière de vie associative, on continue à considérer l'État au centre du jeu. Donc il y a suivant le sujet et la manière dont on rentre dans la discussion avec les pouvoirs publics, on n'a pas non plus exactement toujours les mêmes interlocuteurs si on se place du point de vue du secteur associatif et du secteur associatif fédéré aussi. Et je sais que c'est un gros enjeu pour les fédérations associatives de savoir répondre et s'adapter à ces transformations aussi de l'organisation territoriale de l'État et des collectivités. Voilà. Donc il y aura sûrement aussi des numéros à faire sur ces questions-là. Je suis désolé, on va être obligé de s'arrêter parce qu'il va falloir qu'on quitte après la salle. On peut continuer quand même à discuter un petit peu devant la table des publications qui est à l'extérieur. Je voulais vraiment tous vous remercier d'être venus si nombreux ce soir, d'être restés jusqu'à la fin. Remercier aussi nos 3 intervenants d'avoir bien voulu se prêter à l'exercice de lire ce numéro. Évidemment, vous le retrouvez, bon, vous en avez quelques exemplaires papier ici, mais vous le retrouvez en... Ah, il n'y en a plus déjà, d'accord. Marianne qui me fait comme ça. Mais vous le retrouvez en ligne à la fois sur le site de l'INJEP si vous voulez le PDF en intégrale, hein, et sur le portail de Revue Kern si vous voulez article par article, ce qui voilà, est utile en fonction de vos besoins. Merci en tout cas à tous et bonne soirée.